Il n'y a plus de Thivierges en Amérique du Nord. En France, aujourd'hui, on trouve des Thivierges et des Thibierges. En Amérique du Nord, il n'y a pas de Thibierges, il n'y a que des Thivierges. Je m'intéresse à la généalogie. Pourquoi? J'ai toujours aimé les casse-têtes. Et la généalogie, c'est un casse-tête infini. C'est vraiment un plaisir travailler sur l'histoire de la famille parce qu'il ne passe de semaines sans que je puisse faire des découvertes intéressantes et des découvertes intéressantes que je peux partager avec des membres de la famille et qui sont susceptibles d'intéresser la communauté des Thivierges. Alors c'est vraiment pour moi une activité, parce que je suis à la retraite, c'est une activité que je trouve intéressante, enrichissante et qui me permet de laisser quelque chose aux Thivierges de ce monde. C'est un cadeau que je peux offrir aux Thivierges de ce monde. Ce cadeau qui est l'histoire de leur famille. Mais le nom lui-même, d'après les spécialistes, c'est un nom d'origine franque, les Francs. Alors, ça peut être soit des Normands, les Vikings normands, ou la tribu des Francs proprement dit. Les deux possibilités existent, mais dans les deux cas, que ce soit des Normands ou des Francs, on a une origine germanique. Le nom Thivierge, c'est un nom d'origine germanique. Près de l'embouchure de la Seine, en France, il y a une ville qui s'appelle les Andelys, où au 15e siècle, il y avait déjà une famille Thiberge qui était là, où il y a eu toute une descendance, une famille de bourgeois assez fortunés. Ensuite, on trouve des Thivierges en Loir-et-Cher, particulièrement autour de la vallée de la Cisse. La Cisse, c'est une petite rivière qui est un affluent de la Loire en France. Et c'est vraiment dans la documentation la plus sûre qu'on a sur les origines de la famille. On sait que nos ancêtres viennent de la vallée de la Cisse, qui se situe légèrement à l'ouest de Blois. Alors, dans la vallée de la Cisse, il y avait des vignobles et il y avait des prairies ou des territoires où on cultivait du blé et du seigle. Alors, les Thivierges se sont installés ou ont vécu dans plusieurs petites communes dans la vallée de la Cisse. Je pense à Chouzy, Bury, Français. Il y a toute une série de petits villages là où on trouve de très nombreux Thivierges au 15e, 16e et 17e siècle. Les Thivierges qui sont installés ailleurs en France se sont installés après cette période-là. Dans le cadre de la recherche que j'ai faite, une des choses qui me tracassait le plus, c'était de comprendre pourquoi Hippolyte Thivierge a décidé de déménager en Nouvelle-France en 1662. Pourquoi? Pour essayer de le savoir, j'ai fouillé dans les archives à distance, bien sûr, mais je suis allé à Blois, je suis allé sur place 2 fois, j'ai rencontré des généalogistes et des historiens là-bas, et surtout, j'ai fouillé dans les archives départementales à Blois. Et un jour, j'avais pensé qu'en trouvant des documents notariés dans la période précédant le décès du père d'Hippolyte Thivierge,
Polyte-Thibierge. En fouillant les archives de cette période-là, j'ai pensé que je trouverais peut-être des renseignements qui me mettraient sur la piste du pourquoi. Alors, quelle ne fut pas ma surprise aux archives départementales, j'ai fait sortir la liasse des documents d'un bureau de notaire Gastineau, qu'il s'appelait, pour l'année 1669. Et là, j'espérais trouver un document notarié où j'aurais des explications sur la situation de la famille Thibierge à l'époque. Quelle ne fut pas ma surprise en feuilletant la liasse de documents notariés de 1669 de tomber sur un document de 62 pages où, alors, il s'agissait d'un document qui était l'inventaire des biens du père d'Hippolyte Thibierge. Et dans l'inventaire des biens, il y a 62 pages de renseignements fabuleux. D'abord, on a l'inventaire des biens proprement dit, tout ce qu'il avait, quelles étaient ses propriétés, quels étaient ses vêtements, quels étaient ses meubles, qu'est-ce qui meublait sa maison. Il y avait aussi là-dedans une liste de tous les documents notariés de la famille. Alors ça donne beaucoup de pistes sur les acquisitions, les ventes qui ont été faites, les mariages qui ont eu lieu, etc. Alors, ce document de 62 pages que j'ai trouvé a été une véritable mine d'or qui m'a donné 6 mois de travail à plein temps, mais qui était d'un intérêt considérable et qui m'a vraiment permis d'approfondir l'histoire de la famille pour cette période. Alors, son père était cabaretier. Il produisait et il vendait du vin et des services au duc d'Orléans, qui était installé au château de Blois. Le duc d'Orléans était un fils du roi Henri IV, qui était en conflit avec son cousin Louis XIV, parce que le duc d'Orléans avait participé à la Fronde, qui est une révolte de la noblesse française contre les velléités de centralisation des pouvoirs vers Paris. Alors, il y a eu une révolte. Le duc d'Orléans était impliqué activement dans ces révoltes et le roi Louis XIV l'a confiné au château de Blois, ce qui était loin d'être une prison parce que le duc d'Orléans, il y avait sa cour et puis il y avait toute une vie culturelle, etc. Donc, c'était une vie, la vie d'une famille royale qu'il menait au château de Blois. Donc, le père d'Hippolyte Thibierge était au service de la cour du duc d'Orléans. Hippolyte Thibierge, le fils d'Étienne, était marié avec une femme qui s'appelait Renée Hervet, qui elle-même venait d'une famille assez à l'aise. C'était une famille de potiers d'étain. Alors, les deux familles avaient une qualité de vie qui dépendait beaucoup des services qu'ils pouvaient rendre à la cour du duc d'Orléans qui était au château de Blois. Alors, quand le duc d'Orléans est mort en 1660, le roi de France a décidé de pratiquement fermer le château de Blois. La cour qui était là, toute la cour autour du duc d'Orléans a quitté. Ils sont retournés chacun dans leur région d'origine, d'autres vers Versailles. Et à Blois, la clientèle pour les produits haut de gamme, je dirais, la clientèle s'est effondrée. Il y a eu comme une crise économique parce qu'il y a une partie de la population de Blois qui vivait des services qu'il rendait à la cour.
c'était le cas pour les Thibierges et les Hervais. Alors, il y a eu comme une crise économique dans la foulée de ça. Alors, 2 ans après, Hippolyte a fait le voyage, décidé de déménager en Nouvelle-France. Il avait déjà un ami de Blois, un de ses voisins à Blois, qui était également tanneur comme lui. Alors, il y avait déjà un ami qui était en Nouvelle-France depuis 4 ans quand il est parti. Donc, il y avait une correspondance, on assume qu'il y avait une correspondance entre les deux. Mais quand Hippolyte Thibierge est parti pour la Nouvelle-France, il y avait un voisin et ami qui était déjà en Nouvelle-France. Et quand Hippolyte Thibierge est arrivé en Nouvelle-France, dès les premiers mois, il a fait Jehan, le Blésois qui était déjà en Nouvelle-France, lui a vendu une terre adjacente à la sienne et ils se sont installés ensemble pour partir une tannerie. Alors, c'était 2 tanneurs de Blois qui se sont retrouvés sur l'île d'Orléans en 1662 et puis qui ont prospéré, qui ont vraiment prospéré parce que la tannerie d'Hippolyte Thibierge et celle de Jacques Jehan a connu un grand succès commercial. Ici, c'est mon bureau où je ne peux pas compter les heures que j'ai mises à documenter l'histoire de la famille des Thibierges et des Thivierges. Ça, c'est un document très important. François Ier, le roi de France, en 1539, a fait adopter une ordonnance qui obligeait le français comme langue administrative au lieu du latin. Et c'est vrai pour les registres de naissance, mais c'est vrai aussi pour les documents notariés de toutes sortes pour la France. Alors, ça a vraiment établi la langue française comme étant la langue officielle. Et dans la foulée de ça, je pense que la langue française s'est stabilisée en quelque sorte. Les orthographes, les choses étant écrites en français, les orthographes ont pris forme d'une façon plus uniformisée et systématique. La colonisation de la Nouvelle-France a été un processus qui a été très lent, très ardu. En fait, la vraie colonisation, dans la première phase, Champlain jusqu'à Jacques Cartier jusqu'à Champlain et après Champlain jusqu'à vers 1650, il n'y a pas eu de colonisation. Il y a des gens, en fait, c'est une entreprise, une compagnie qui était en Nouvelle-France avec autorisation du roi pour exploiter des ressources. Mais malgré la volonté du gouvernement français de coloniser le territoire, les gens qui étaient ici, l'entreprise qui était ici, n'avaient pas beaucoup d'intérêt dans la colonisation. Eux, leur intérêt, c'était le commerce des fourrures, le commerce du poisson, le commerce de la fourrure, des choses comme ça. Il n'y avait pas d'incitatif à faire, à peupler. Alors, le peuplement a vraiment commencé autour des années 1650. Quand on pense que Jacques Cartier est arrivé en Nouvelle-France en 1534 et en 1662, c'est-à-dire 130 ans après, il y avait au Québec entre 3 000 et 4 000 habitants. C'était pratiquement pas peuplé. Quand Hippolyte Thibierge est arrivé en Nouvelle-France, il y avait à peu près 700-800 habitants à Québec, quelques centaines à Trois-Rivières et à Montréal, mais c'était très, très peu. Par la suite,
il y a eu un décollage. Il y a eu Jean Talon, Frontenac, les Filles du Roi. Il y avait un problème, il y avait des gros freins à la colonisation du Québec. D'abord, le climat était difficile. Alors, pour venir s'installer ici, il fallait soit avoir du coffre, beaucoup de courage ou beaucoup d'ignorance. Parce que le défrichement, le peuplement, c'était quelque chose d'ardu compte tenu des hivers qu'on avait. C'était pas un climat facile. L'autre chose, c'est que les échanges avec la France étaient stoppés pendant la période de l'hiver, ce qui pouvait être l'objet d'une certaine anxiété de ceux qui étaient ici. Les Filles du Roi, ça a été la période où le démarrage du peuplement a vraiment commencé. Là. Alors, pour la publication du livre que je suis en train d'écrire, j'ai demandé à un éditeur de me faire un prix, question d'avoir une idée de ce que ça représenterait pour moi. Parce que jusqu'ici, tout le travail que j'ai fait, je l'ai fait sur une base volontaire. C'est mon travail. Il n'y a pas de rémunération pour ça. Mais la production d'un livre en 150 copies me coûterait environ 5 000 $, ce qui n'est pas un montant considérable, mais c'est quand même une dépense substantielle quand on l'assume personnellement. Alors, combien de copies? 150 copies. Okay. 150 copies pour distribuer dans les bibliothèques et centres de recherche. C'est certain que si je pouvais avoir des membres de la famille Tivierge et Tivierge qui se procuraient le livre en question à un montant au prix coûtant, environ 50 $ par copie, ça me permettrait de financer le coût de production et de diffusion du livre en question. Alors, c'est une façon d'assurer que le travail ne soit pas perdu une fois que moi, je ne serai plus là.